Donc je m'occupe aussi, j'ai la chance de coordonner également d'ailleurs avec le professeur Stahl et le docteur Gauzy, le groupe de recommandation de la SPILF, d'où un petit peu la légitimité pour vous présenter un travail qui est l'actualisation des recommandations françaises avec la Haute Autorité de Santé, la Société de Pathologie Infectieuse et de Dermatologie, un travail qui a abouti en 2019 sur la prise en charge des infections cutanées courantes. Mes liens d'intérêt et mes fonctions au titre de la SPILF. Alors, les infections cutanées bactériennes, parfois on nous dit, parlez-nous des infections des parties molles, parfois c'est cellulitis pour les anglophones, mais en fait de quoi parlons-nous? Ça va de la folliculite, du furoncle, à la fasciite nécrosante. Donc c'est un sujet tellement vaste, complexe et étendu qu'il va falloir effectivement centrer un petit peu le propos. Pourquoi une actualisation de la recommandation? Il y avait urgence, je n'ai pas mis la date, mais la dernière conférence de consensus à l'époque où on en faisait sur les infections cutanées en l'occurrence, c'était 1991, donc de l'eau a coulé sous les ponts. Et vous voyez, j'ai entouré ici au moins 2 éléments qui concernaient les durées d'antibiothérapie qu'on proposait à l'époque, avec quelque chose qu'on a désormais complètement banni dans nos recommandations, c'est les fourchettes antibiotiques. Il faut traiter entre 10 et 20 jours, autant dire, débrouillez-vous, faites ce que vous voulez à peu près dans cet écart type. Et vous voyez que pour le traitement en ambulatoire des dermohypodermites bactériennes, donc des érésipèles, tels qu'on les appelait avant, on avait proposé 15 jours. On est revenu effectivement en arrière sur ces durées. Donc, nécessité d'une actualisation de ces recommandations de bonne pratique. Le document est accessible, évidemment, s'il vous intéresse, sur le site de l'HAS et sur le site de la SPILF. Premier élément, c'est en termes de méthodologie. Vous voyez que toutes les recommandations que l'on va émettre reposent sur de l'avis d'experts, tant les études randomisées, bien menées, standardisées sur un type donné d'infection cutanée sont extrêmement pauvres, extrêmement faibles. Les quelques études que l'on retrouve mettent dans le lot, comparent un petit peu des choux et des carottes en mettant à la fois justement ce que j'expliquais, des petits abcès, des furoncles, etc., des dermohypodermites et parfois des choses un petit peu plus sévères. Donc c'est d'interprétation très difficile. Donc c'est surtout de l'avis d'experts sur lequel se sont basées ces recommandations. Je vais passer vite sur un certain nombre de sujets que vous connaissez parfaitement ou probablement vous n'aurez que des confirmations de ce que vous faites déjà. Et j'essaierai de m'arrêter sur un sujet un peu plus complexe qui est la prise en charge des infections cutanées sur des plaies chroniques, qui est un sujet difficile. Donc la dermohypodermite bactérienne, qui est un terme DHB qui remplace désormais pour les DHB non nécrosantes les résipèles. Le diagnostic, il est purement clinique, vous le savez bien. Souvent aller chercher un intertrigo en termes de porte d'entrée cutanée et l'importance fondamentale de la parfaite gestion de la porte d'entrée cutanée puisque c'est un des facteurs majeurs de risque de récidive. Délimiter les contours au feutre pour surveiller l'évolution au cours des 48 premières heures de prise en charge en particulier. Alors, les DHB en général, les dermohypodermites bactériennes, nécrosantes ou non nécrosantes, ce qui est fondamental au départ, c'est de rechercher effectivement, comme souvent en pathologie infectieuse, des signes de gravité. On les a listés, vous les connaissez. C'est le quick SOFA, c'est les éléments du sepsis. C'est également les signes locaux de gravité qui peuvent faire évoquer, vous savez que ce n'est pas facile parfois, des dermohypodermites profondes nécrosantes ou des fasciites nécrosantes. Alors, on va s'intéresser essentiellement aux formes non nécrosantes et donc à l'érésipèle, streptopiogène quasi exclusivement chez l'adulte. C'est une manifestation cutanée essentiellement toxinique à faible inoculum sous-cutané. Chez l'enfant, on peut aussi quand même trouver Staphylococcus aureus dans un certain nombre de cas, ce qui va modifier la prise en charge de l'antibiothérapie probabiliste entre l'adulte et l'enfant pour nos recommandations. Les principales complications, au premier rang, c'est le taux de récidive qui peut être relativement important. Il va être d'autant plus important qu'il y a des facteurs de risque de récidive, donc, comme je le disais, la non-maîtrise de la porte d'entrée et surtout la présence d'une insuffisance véno-lymphatique associée qui est un élément majeur de risque de récidive, entre autres. Les critères d'hospitalisation pour nous de ces érésipèles, bon nombre sont traités en ambulatoire, mais le guide un petit peu pour nos médecins et pour nos urgentistes, c'est hospitalisation immédiate en urgence s'il y a des signes de gravité, qu'ils soient généraux avec l'évaluation de Kick-SOFA ou locaux, voire évidemment exceptionnellement un choc septique, risque de décompensation d'une comorbidité pendant la prise en charge, une obésité morbide avec un IMC supérieur à 40, des âges extrêmes avec plus de 75 ans polypathologiques ou un très jeune âge inférieur à 1 an, et le risque, ce qui est un point important qui peut conduire à une hospitalisation pour un traitement encadré, dirigé et suivi, c'est le risque de non-observance thérapeutique.
Éventuellement, indication d'hospitalisation a posteriori après une prise en charge ambulatoire, c'est l'évolution défavorable dans les 24 à 48 heures après le début de l'antibiothérapie qui peut conduire à redresser l'indication d'une hospitalisation. Le traitement, alors c'est là, je vous montre un petit tableau, mais en gros, l'antibiothérapie, elle est orale dans la majorité des cas, sauf s'il y a des troubles digestifs. C'est 7 jours et plus 15 jours. Pas d'antibiothérapie locale. Un point important dans l'enseignement de nos étudiants, c'est 7 jours et c'est pas jusqu'à disparition des lésions inflammatoires de la dermohypodermite. C'est-à-dire qu'on laisse évoluer les phénomènes inflammatoires locaux et ça continue de guérir secondairement. C'est un petit peu comme si dans la pneumonie, où désormais on a des données pour faire 3 jours dans la pneumonie communautaire, on fait classiquement 5 jours, nous on a des données pour faire 3 jours et on n'attend pas que la radio soit normalisée pour arrêter l'antibiothérapie. C'est un petit peu le même phénomène. Attention à la contre-indication quasi formelle de l'usage des anti-inflammatoires qui risque de dégrader l'évolution. Contention veineuse dès que la douleur est relativement bien maîtrisée, surtout s'il y a une insuffisance véno-lymphatique, vérification du statut antitétanique et prise en charge des facteurs de risque de récidive autant que possible avec une possible indication pour nous d'antibioprophylaxie continue à discuter au cas par cas chez les patients où la porte d'entrée n'est pas maîtrisée, qui ont eu au moins plus de 2 épisodes, c'est-à-dire à partir de 3 dans l'année écoulée, et qui ont des facteurs de risque de récidive. Donc voici ces schémas thérapeutiques et ces posologies. Vous voyez qu'on est sur des antibiotiques globalement chez l'adulte à spectre ciblé étroit sur le strepto, l'amoxicilline à 50 mg kg jour, sans dépasser 6 grammes par jour par voie orale. En cas d'allergie, pristinamycine ou Clenda en particulier, qu'on a préféré à la pristinamycine pour les poids élevés à plus de 100 kg avec des posologies adaptées, et dans les 2 cas, sur une durée de 7 jours. Chez l'enfant, comme je vous l'ai dit, on élargit la couverture antibiotique au staph METIS avec amox acide clavulanique sur une base d'amoxicilline de 80 mg jour, 80 mg kilo jour, et les adaptations que vous voyez en cas d'allergie chez l'enfant. Les protocoles d'antibioprophylaxie au coup par coup est vraiment en réfléchissant bien de manière pluridisciplinaire, potentiellement la benzantine benzylpénicilline action retard IM ou la pénivé qu'on utilise plus facilement, 1 million à 2 millions par jour en 2 prises. L'impétigo, là je vais aller très vite, il y a 2 formes, la forme localisée et la forme extensive et ou grave. Forme localisée, pas de prélèvement bactériologique, forme grave, nécessité de prélèvement au niveau des lésions actives, notamment de pus et de liquide de bulles. La principale complication, on la voit très peu, et elle est exceptionnelle pour nous en France métropolitaine sur l'impétigo streptococcique, c'est la glomérulonéphrite aiguë secondaire, avec recherche systématique dans les suites d'un impétigo qui n'est absolument pas recommandé chez nous, mais qui pourrait l'être dans d'autres zones où les souches de strepto sont plus potentiellement responsables de ces glomérulonéphrite, voire de rhumatisme articulaire. Donc l'impétigo simple, ce sont des soins de toilette, pas d'application antiseptique locaux et validation de l'antibiothérapie locale. C'est rare qu'on en utilise, mais en l'occurrence, on a choisi la mupirocine pendant 5 jours, 3 fois par jour. Éviction de collectivité pendant 3 jours après le début du traitement, si ce sont des lésions qu'on ne protège pas facilement par pansement. Alors juste un rappel, mais vous avez vu disparaître, on fait amox ou amox acide clavulanique chez l'enfant, c'est la fin et la mort depuis déjà pas mal, une dizaine d'années, de oxacilline et cloxacilline par voie orale, du moins, et notamment on l'a retiré complètement du marché, l'oxacilline orale et les formes intramusculaires, et il ne nous reste plus que la cloxacilline orale, mais globalement, il ne faut probablement plus du tout s'en servir avec des alternatives disponibles, notamment la céphalexine. Donc l'impétigo grave, contrairement à la forme simple qui ne justifie pas l'antibiothérapie, vous voyez ici les propositions d'antibiotiques autour de pristinamycine et céphalexine. On n'est plus sur l'amox puisque impétigo égale prise en charge du staphylocoque métiès. À adapter, j'ai vu hier la communication de Burkina Faso, un taux de staph métière relativement élevé, bien plus que chez nous, où on est inférieur à 10%, ils étaient à plus de 35% de métière dans les dépistages en ville. Donc il faut adapter tout ça à la situation épidémiologique locale. Je passe rapidement. Pas de nécessité de prendre en compte le SARM pour le traitement probabiliste de première intention d'impétigo. Attention, ce sont des recommandations nationales, françaises. Il faut que vous adaptiez une fois de plus à votre propre épidémiologie, le cas échéant. Furoncle et anthrax, vous connaissez ça parfait. L'anthrax, c'est le conglomérat de furoncle. Ça procède de la même pathologie, c'est-à-dire une infection profonde et nécrosante du follicule pilosébacé à Staph aureus.
Le diagnostic ne pose pas de problème, il est clinique. Le furon, on distingue, comme dans l'impétigo, la forme simple et la forme compliquée. Dans la forme compliquée, on a statué sur le fait que prélèvement bactériologique de pus était nécessaire avant l'antibiothérapie, contrairement au furoncle simple, mais nous ne faisions pas de recherche systématique de la leucocidine de pentovalentine en première intention. Donc les traitements, pas d'antibiothérapie, c'est un copier-coller de ce que l'on fait dans l'impétigo, et dans la forme compliquée, recours à l'antibiothérapie, une fois de plus, avec des antibiotiques qui excluent l'oxa et cloxacilline, donc Clenda, comme tout à l'heure, Pristina. On ne fait pas d'antibiothérapie locale en association. Chez l'enfant, c'est toujours un petit peu difficile et on prend souvent un avis de pédiatre hospitalier car les formes compliquées sont abcédées secondairement, sont beaucoup plus fréquentes que chez l'adulte. Furonculose, ça n'est que la répétition de ces furoncles pendant plusieurs mois, voire des années, avec une prise en charge qui est dédiée, qui est spécifique et qui, là, pour le coup, incite à faire du dépistage de portage de Staph aureus au niveau des gîtes bactériens de la personne et des personnes qui vivent sous le même toit, après échec d'une première décolonisation des gîtes bactériens qui est systématique dans notre procédure. Donc la procédure de décontamination, je vais vous la présenter. L'antibiothérapie, je ne la commente pas, elle est identique à ce que j'ai proposé tout à l'heure. Sur la décontamination, c'est douche antiseptique avec une solution moussante de chlorhexidine. Et la décolonisation, en association à ces douches antiseptiques, c'est l'application de mupirocine, une noisette matin et soir pendant 7 jours, au niveau nasal, narinaire. Voilà ce fameux protocole de décolonisation que vous aurez évidemment à disposition dans les diaporamas et puis sur les recommandations Princeps accessibles en ligne, si ça vous intéresse. L'abcès cutané, ça va aller très vite. L'abcès cutané, c'est pas d'issue sans incision de drainage, c'est une règle. Donc il faut drainer correctement, évacuer, et finalement l'antibiothérapie ne devient qu'accessoire lorsque la qualité du drainage est efficace. Et du coup, la durée de l'antibiothérapie est extrêmement réduite, limitée à 5 jours dans ces cas-là, dès lors qu'on est satisfait de la prise en charge chirurgicale ou du moins du drainage ambulatoire si nécessaire en fonction de la taille. Alors, juste je m'arrête 2 minutes sur ce chapitre. Moi, je parle très vite, je vais vite, mais finalement je vais presque trop vite. Mais voilà, on discutera les questions, parce que là je passe sur des choses que vous connaissez par cœur. Et donc je prends un petit peu de respiration pour me calmer, pour m'arrêter, et pour maintenant insister sur un sujet qui est difficile à prendre en charge, qui est très générateur par rapport à ce que nous a présenté Madame à l'instant, très générateur de prescriptions antibiotiques itératives, souvent durables, etc. Et donc c'est un vrai sujet que de s'entendre sur la manière d'essayer d'aborder ce problème. Donc il y a un chapitre qui est complètement dédié aux infections des plaies chroniques. Et là, pareil, très peu de données dans la littérature. Si vous voulez publier sur le sujet, il y a une ouverture considérable à publier par rapport au premier jour sur le séminaire publication qu'on a fait avec vous. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire, et en les standardisant par rapport aux règles de définition des infections proposées par la FDA, qui vous permettra là-dedans de faire des choses homogènes en termes d'évaluation des plaies chroniques. Alors, quelques définitions. La plaie chronique, c'est une plaie pour nous dont le délai de cicatrisation est supérieur à 4 voire 6 semaines. Il suffit de retenir une borne. Ça concerne les ulcères, les escarres, les plis diabétiques ou les moignons d'amputation. Donc, quelle que soit la plaie dont on parle de chronicité au-delà d'une absence de cicatrisation formelle au-delà de 4 à 6 semaines. Les ulcères, c'est une perte de substance cutanée. Les escarres, c'est au final la même chose, mais des lésions cutanées d'origine ischémique que vous connaissez bien en termes de physiopathologie. Il y a une compression des tissus mous entre un plan dur et les sailles osseuses avec la classification que vous connaissez très bien. La définition de l'infection de plaie, nous n'en avons pas trouvé, nous n'en avons pas et nous n'avons finalement pas fait. Nous avons fait des recommandations pour essayer d'approcher l'hypothèse d'une possible infection d'une plaie chronique, mais finalement on n'a pas retenu quelque chose de pragmatique vous permettant de dire on y va, on a bien une infection. Donc ça va être à chaque fois de l'évaluation clinique qui est difficile, et vous allez avoir un leitmotiv pour nos amis bactériologistes. Ce n'est pas le prélèvement bactériologique qui définit l'infection chronique, c'est la clinique. Voilà. On fait un prélèvement, une fois qu'on a validé l'idée qu'il y a une infection, et à partir de ce moment-là, la documentation peut nous aider dans l'orientation thérapeutique. Mais on ne repose pas le diagnostic d'infection sur « je vais prélever, en fonction du germe que je trouve, je vous dirai s'il y a un germe ». Or ça, c'est fait de manière itérative. Et on parlait tout à l'heure d'automédication, il y a de l'auto-prélèvement dans beaucoup de structures qu'on appelle les EHPAD, chez nous, des maisons de retraite, etc. L'infirmière a parfois 60 malades à gérer, elle passe
et de bonne foi, elle va faire un prélèvement qu'elle envoie au labo, et quand le médecin vient faire sa visite, il trouve un staph, un pio, etc. Il dit, oula, on ne peut pas laisser ça, il faut absolument traiter. Et là, c'est très générateur, et généralement, c'est un cercle vicieux terrible, parce que derrière, on refait des prélèvements, on vérifie, généralement, on tombe sur de la colonisation à notre flore, multirésistante, et on repart sur un schéma thérapeutique, et c'est devant l'échec de la 3e cure thérapeutique que généralement on appelle le référent antibiotique. Donc tout ça, par rapport à la politique de bon usage d'antibiothérapie, c'est absolument crucial. C'est pour ça que j'insiste un petit peu sur cette question. Donc l'examen clinique est absolument déterminant, essentiel. Les critères biologiques sont totalement accessoires, aspécifiques. La microbiologie, elle est intéressante pour la documentation de la colonisation, voire de l'infection, mais elle n'est pas spécifique. C'est normal de trouver des germes sur une plaie chronique. Voilà. Il ne manquerait plus que ça soit stérile. Voilà. Donc, on se poserait des questions sur notre laboratoire. Voilà. Donc les critères de diagnostic vont dépendre d'un certain nombre de facteurs. Le premier temps, c'est comme tout à l'heure, c'est la recherche de signes des gravités. Première idée, parce que c'est grave ou c'est pas grave. Si c'est grave, on tombe dans quelque chose qui peut être une urgence médico-chirurgicale, j'ai envie de dire chirurgico-médicale plutôt, parce qu'il ne faut pas méconnaître tout ça, et notamment ce qui se cache derrière l'infection osseuse ou la fasciite qui couve dessous. C'est le syndrome de l'iceberg. Hein. En surface, c'est pas si mal. Ils ont connu ça avec le Titanic. Et dessous, par contre, ça va relativement mal et il faut aller voir. Et si le chirurgien n'insiste pas, eh bien, on ne le saura jamais et ça va s'aggraver très vite. Donc il ne faut pas passer à côté. Je fais juste un petit aparté, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais la fasciite nécrosante, ce n'est pas toujours facile à diagnostiquer, loin s'en faut, c'est piégeux. On voit un œdème, on voit un érythème, on voit un patient en plus qui est intubé qui ne nous explique pas s'il a une anesthésie locale, s'il a une douleur locale, et c'est relativement difficile. Et la suspicion, elle est clinique et le diagnostic, il est chirurgical. Il faut aller ouvrir pour voir si effectivement. Donc la décision, elle n'est pas anodine de convaincre un chirurgien d'aller ouvrir. Souvent, vous aurez parfois des refus. Le chirurgien vous dit, mais non, tu t'alarmes pour rien, arrête de crier au loup. Mais par contre, on a un timing relativement serré parce qu'en quelques heures, les choses peuvent se dégrader. Les réanimateurs connaissent ça par cœur. Chaque heure compte. J'ai presque envie de dire, chaque minute compte parfois. Regardez ce petit bout de chou. Au bout de son doigt, il y a quelque chose qui doit absolument nous alarmer, avec une lésion satellite nécrotique bulleuse également en région axillaire. Et puis sinon, il ne paye pas de mine, sauf qu'on ne le voit pas très bien avec une intubation, etc. Et en fait, ça se finit comme ça, c'est-à-dire qu'il faut absolument aller ouvrir, débrider. Je remercie le docteur Rémi Gauzy pour la qualité des photos qu'il prend au bloc opératoire. L'excision, donc il faut exciser. L'antibiothérapie n'est que secondaire. Vous pouvez vous tromper un petit peu sur l'antibiothérapie ou être très bon en antibiothérapie, mais rien arrêter. D'accord ? L'incendie, quand il y a un incendie de forêt, on n'envoie pas les pompiers au sol, on envoie les canadaires. Nous, on fait comme ça. D'accord ? Et après, on peut envoyer les antibiotiques, c'est-à-dire simultanément les pompiers au sol. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est de l'excision tranquille, c'est-à-dire on fait des excisions de surface, un petit peu des aponevrotomies pour de décharge, etc. Et dans la même histoire, ce qu'il faut faire, c'est ça. Voilà, il faut obtenir ça, il faut être en tissu sain. Et la plupart du temps, il faut faire du second look, c'est-à-dire ne pas hésiter 2 jours après, de dire on était en zone saine, mais peut-être que ça continue un peu en surface et il faut y retourner. Donc ça, c'est pas le sujet du jour, mais c'est super important parce que quand on en a un, on en a très peu, mais quand on en voit un, il ne faut pas passer à côté. Et il faut le prendre en charge correctement. Alors, les signes cliniques de l'infection de plaie, il n'y a pas de signe de gravité. Eh bien, sur votre plaie chronique, il y a 3 cas de figure. Soit vous avez une dermohypodermite en contiguïté de la plaie comme en haut, vous êtes ramené à prise en charge de la dermohypodermite bactérienne. Soit vous avez un abcès, une suppuration franche au sein de la plaie, vous êtes ramené à la prise en charge des abcès avec le débridement, le nettoyage et l'incision. Et plus difficile, c'est la suspicion d'infection sur des arguments qui sont franchement pas clairs. Donc c'est surtout de ça dont on va parler en quelques minutes. En l'absence de dermohypodermite ou de suppuration franche, on peut errer dans un diagnostic difficile et c'est surtout pas la microbio qui va nous faire le diagnostic. Il est recommandé de l'évoquer si on a plusieurs des signes cliniques d'accompagnement, une douleur inhabituelle tout d'un coup, puisqu'on connaît bien le patient, on le voit tous les jours pour les pansements ou tous les 2 jours, douleur inhabituelle qui apparaît en périphérie de la plaie, arrêt de la cicatrisation ou dégradation de la cicatrisation qui se faisait bien, un tissu de granulation qui devient friable.
Une aggravation nette de cette plaie avec subitement une augmentation rapide de la taille, un exsudat, un caractère purulent ou nécrotique, des signes cliniques généraux d'infection. Ce qui est super important, c'est ce qui est en rouge. Un seul critère ne pose pas le diagnostic d'infection chronique de plaie. D'accord? Donc c'est un ensemble d'éléments qui vont nous faire penser qu'il faut quand même intervenir pour enrayer un processus péjoratif. Donc, dans la microbiologie, on a trois situations. La contamination sont des bactéries qui sont déposées là, mais qui ne se multiplient pas et qui sont tranquilles et qui posent de problème à personne. La colonisation sont des bactéries qui font leur vie, qui se multiplient, etc., qui sont bien là, mais qui ne génèrent pas de réaction de l'hôte. Et s'il n'y a pas de réaction de l'hôte, il n'y a pas d'infection. C'est comme la colonisation urinaire. Et puis l'infection en tant que telle. Donc, pas facile de trier entre tout ça. La présence de micro-organismes sur des ulcères, infectés ou non, ou des escarres est systématique avec une flore qui dépend de lieu où vous vous trouvez et de l'environnement médical. Si vous avez passé 2 mois à l'hôpital, ce ne sera pas la même flore que si vous êtes communautaire et en fonction des pathologies associées évidemment. Les prélèvements microbiologiques, Dieu sait que j'adore les microbiologistes et qui nous rendent de grands services, mais pour les cliniciens, les prélèvements microbiaux de plaies ne sont pas une aide au diagnostic de plaies infectées. Il faut le marteler. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, je dis que ce n'est pas ça qui détermine le diagnostic. Voilà. Il y a aussi du biofilm dans des plaies chroniques, donc c'est important de le prendre en compte dans les choix thérapeutiques et dans la manière de le gérer. Un biofilm, pour s'en débarrasser, il faut faire de la détertion. Voilà. Et du lavage à l'eau au savon. Vous voyez que là, il n'y a pas d'antiseptique. Il faut débrider, nettoyer, cureter, déterger. Les infirmières le font très très bien, bien mieux que nous. Parfois les chirurgiens aussi. Alors, faut-il prélever? Et si oui, comment? Suspicion d'infection. Écouvillonnage de la plaie en surface, non recommandé. Ça, c'est niet, on ne fait pas. Ça reflète simplement la colonisation et l'infection et la colonisation en regard du biofilm des plaies. Difficile de différencier une infection et une colonisation et la nature du germe ne nous aidera pas. Voilà. Méfiez-vous également en fonction des pathologies de défaut de vascularisation. Il y a souvent de l'anaérobie et l'anaérobie on le sort très très peu finalement au laboratoire. Donc prendre quand même aussi en compte dans votre choix thérapeutique des choses qu'on n'a pas trouvées au niveau du laboratoire. Alors la biopsie cutanée, c'est très largement utilisé par bon nombre d'équipes spécialisées là-dessus. C'est idéal, c'est du tissu. On peut aller analyser le niveau de souche bactérienne en fonction de la profondeur de la biopsie, mais ce n'est pas réalisable tous les jours en routine. Il y a un risque de dissémination d'une infection et c'est vraiment à privilégier pour les infections profondes. Il y a quelque chose qu'on utilise pas mal, c'est la technique de curettage et couvillonnage. Vous allez voir un petit peu comment ça se présente. Donc on lave, on prépare la plaie, on lave à l'eau et au savon. On peut éventuellement utiliser les antiseptiques pour éliminer la flore de surface de colonisation, mais il faut rincer ensuite pour ne pas avoir de rémanence et de persistance de ces produits. Et on fait une détertion de la plaie. Alors le curettage et couvillonnage, vous allez comprendre, c'est on décolle un petit peu les bordures, on fait une espèce de passage au curettage par grattage au fond de la plaie, et l'écouvillonnage, il se fait dans cette zone finalement ouverte, libre, nettoyée, préparée pour un prélèvement de meilleure qualité. L'antibiothérapie, aucune place pour antibiothérapie locale. Antibiothérapie systémique à discuter, à évaluer au cas par cas. Je ne vais pas tout vous refaire, mais c'est vraiment quelque chose à évaluer en équipe pluridisciplinaire. Le bilan vasculaire de ces patients, on donne des antibiotiques, il faut encore qu'ils diffusent à l'endroit où on a besoin. Pensez à revasculariser les patients quand on peut, etc. Je passe, il y a rarement de l'urgence thérapeutique, ça vaut le coup d'attendre sa documentation, de voir les équipes et de pas le jour même, sauf si les choses se dégradent en quelques heures ou en 24 heures, mais souvent on a un petit peu de temps. La première ligne pour nous, c'est souvent de l'Antistaph aureus meties et du strepto, donc à nouveau amoxicilline, acide clavulanique chez adulte, Pristina. En cas de portage de SARM connu, on utilise assez facilement le linésolide et on fait une durée maximale d'antibiothérapie de 7 jours. On récupère la microbio entre-temps et on voit l'évolution dans les 3 puis 7 jours pour voir s'il y a un bénéfice. L'idée, ce n'est pas que la plaie se ferme, c'est d'enrayer un processus qui est en train de se développer au niveau de la plaie. Donc c'est comme dans les résipelles, on ne continue pas tant qu'il y a un phénomène pro-inflammatoire au niveau de la plaie. Récidive de plaie et évolution défavorable ou traînante malgré une prise en charge optimale, c'est de la prise en charge pluridisciplinaire et ça doit conduire à évoquer l'atteinte osseuse sous-jacente. Alors les critères de l'atteinte osseuse, vous le savez, plus la plaie est de grande taille, c'est une évidence, et la palisse, elle est profonde. Avec mise à nu des tissus, plus on est à risque d'être au contact de l'os. Il y a un signe super important, c'est le contact osseux au stylet. Attention, même s'il n'y a pas de contact osseux, il peut y avoir une ostéite sous-jacente, bien évidemment. Donc la radiographie nous intéresse.
take-home message, et je crois que j'arrive au bout, et vous aussi du coup, le diagnostic de plaie chronique. C'est un diagnostic très difficile, c'est souvent nécessité pluridisciplinaire. Attention, c'est un grand générateur d'antibiothérapie longue, inadaptée, large spectre, etc. Donc ça a tout le cahier des charges du mésusage de l'antibiothérapie, donc il faut y être très prudent. Pas d'écouvillon standard, ok. Et voilà essentiellement ce que je voulais dire. C'est ma conclusion finale. Les infections cutanées bactériennes, c'est un vaste domaine très hétérogène. Peu de données exploitables pour répondre à la question de l'optimisation de l'antibiothérapie. Des nouvelles molécules anti-SARM communautaires, mais pas de réduction de la durée. Il y a beaucoup de faux traitements en cours, notamment les gens qui font une dose unique d'azitro, c'est 15 jours d'antibiothérapie. Donc c'est moyen, voilà. Besoin d'études et d'impact microbiologique et économique assez faible pour un risque, etc. Des progrès qui sont faits dans les recommandations sur DHBN où on est passé de 10 à 20 jours à 5-7 jours, donc ça c'est plutôt bien. Et le drainage chirurgical d'un abcès, mais ça vous savez parfaitement. Et merci pour votre attention, je suis à votre disposition. Merci pour la présentation. J'ai en fait deux questions. La première, c'est par rapport à la situation où on a une plaie, par exemple, au niveau de la jambe, qui se surinfecte, et après on a des signes inflammatoires autour, ce qui ressemble un petit peu à une dermohypodermite, mais ce n'est pas la dermohypodermite non nécrosante en rapport avec streptocoque, ça ressemble beaucoup plus à une dermohypodermite à staphylocoque. Dans quel cadre nosologique on met cette entité? Tout à fait, c'est une excellente question. Donc je disais tout à l'heure, c'est assez facile de dire il y a infection parce qu'il y a un aspect de dermohypodermite, elle y est. Est-ce que c'est de la dermohypodermite toxinique bactérienne sur plaie parce qu'il y a un intertrigo, une plaie chronique, on peut avoir une DHB. Après, il faut aller chercher des critères différentiels. Si vous avez des décollements cutanés, si vous avez des signes de souffrance cutanée au niveau de votre dermohypodermite bactérienne, etc., on va davantage se méfier. Ça dépend aussi du terrain, ça dépend des colonisations antérieures connues au niveau de la plaie. Et donc, on peut être amené à modifier, mais il n'est pas complètement fou, en l'absence de signes de gravité sur une prise en charge précoce d'une DHBN, de tenter de l'amoxicilline comme une DHBN streptococcique, toxinique, si ça en a les caractères, d'accord, et de réévaluer à 72 heures, sachant que vous avez le patient sous le coude. Si vous avez des signes de sévérité d'emblée, vous allez d'emblée être probablement dans un élargissement du spectre et surtout dans la prise en compte du staph. Soit métière, linésolide ou autre, hein, selon votre choix, ça peut être clindamycine sur des souches qui ne sont pas MLSB, etc., et que vous connaissez, mais l'intérêt de Clinda, c'est que vous couvrez à la fois le staph et l'anaérobie, et ce n'est pas inintéressant dans ce contexte-là, et ça peut être adapté en termes de coûts antibiotiques et de disponibilité. Voilà. Donc, c'est vraiment ça l'idée, on connaît la porte d'entrée, il faut regarder l'aspect de la porte d'entrée, est-ce que c'est dégradé de manière similaire à la dermohypodermite, ça c'est un bon critère, ou est-ce que la porte d'entrée va très bien, elle est comme d'habitude, mais par contre il y a un érésipèle. Quand la porte d'entrée va très bien et qu'il y a un érésipèle, je dis érésipèle, ça va plus vite, même si on ne le dit plus. Mais quand ça apparaît, on traite, nous, avec la MOX. On réévalue à 72 heures, si le patient était fébrile, etc., le bon marqueur, c'est la pyrexie et l'amélioration à l'état général, puisque localement, ça ne va pas s'améliorer en 2 jours, d'accord? Donc on fait ça. Si par contre il y a un phénomène de suppuration majeure locale, etc., on fait les prélèvements, on élargit le spectre et on désescalade éventuellement à J2, J3. Sinon, ma deuxième question, c'est par rapport à la prophylaxie. Vous avez mis sur l'une des diapos que c'est toujours la benzatine, pénicilline, l'extensiline qui est le traitement de référence. Mais ce qui m'a interpellé un petit peu, c'est le délai et puis l'intervalle. Donc, vous avez proposé 2 à 4 semaines. Ouais. Alors qu'on sait, par corrélation, par exemple, le rhumatisme articulaire aigu, oui, que le risque de poussée de récidive, si ouais, en étant le délai de 2 semaines, il y a plus de récidive par rapport à une infection chaque 15 jours. Et on se rend compte aussi, d'après notre expérience, que parfois pour des patients qui ont des érysipèles récidivants avec beaucoup de facteurs de risque, avec une obésité, avec un lymphœdème, parfois quand ils sautent une prise d'extensiline, ils font après 1 mois, ils risquent de développer une récidive entre-temps. oui. Donc, on ne connaît pas la durée complètement optimale. Là, pour le coup, on a fait avec quelques données de la littérature, de quelques essais qui ont été faits sur l'extensiline en prophylaxie sur 1 an.
en voyant effectivement qu'on était dans certains essais sur tous les 15 jours, etc., qu'il n'y avait pas de grosse différence, mais il n'y a pas d'essai comparatif 15 jours versus un mois, c'est la première chose. Moi, j'avoue qu'on fait beaucoup l'oracyline parce que quand même, ça fait mal, hein, l'extacyline tous les 15 jours pendant un an. On part sur un an. Et 50% des patients chez qui on arrête au bout d'un an recommencent à faire des infections. C'est ça un petit peu les données qu'on a. Donc, nous, on est assez, avec l'oracyline comme chez les sphinctomisés finalement, et on en est relativement content. Mais j'ai pas de réponse formelle. Ouais. Ce qu'on a essayé par rapport à une petite série dans notre service, pour les récidives, on a essayé de donner un traitement séquentiel par extensiline pendant la saison estivo-automnale. Oui. Et puis on a arrêté pendant quelques mois, et puis en comparant, c'était un faible effectif, 30 versus 30 patients. On n'avait pas plus de récidives dans le bras où on donnait un traitement continu. Peut-être aussi, ça serait une solution pour éviter une injection douloureuse pendant toute l'année. Alors il faut bien apparier les patients parce que le facteur majeur qui fait qu'il n'y a plus de récidive, c'est qu'il y a une maîtrise de la porte d'entrée, il y a une amélioration des phénomènes véno-lymphatiques. Donc là où on ne l'a pas, c'est du haut risque de récidive à l'arrêt de la prophylaxie. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de bénéfice à faire de l'extensive parce qu'on sait qu'on va devoir continuer au-delà d'un an. Donc ça devient très très compliqué. Par rapport à l'alternative à l'azithromycine, est-ce que vous avez des patients que vous mettez sous azithromycine et vous gardez pendant longtemps? Alors, je vais pouvoir vous donner maintenant les dessous de table de cette reco, puisque c'est de la cuisine et derrière, il y a des cuisiniers. J'étais en désaccord complet avec la proposition de l'azithromycine, une fois par jour, 250 mg tous les jours, chez les patients qui étaient allergiques aux pénicillines, allergiques vraies, hein, pénicilline. Pourquoi je n'étais pas favorable? Parce que l'azitro en accumulation, quand vous donnez ça tous les jours, mais vous augmentez, vous empilez de manière permanente les concentrations, vous avez des risques d'hépatotoxicité secondaire, et probablement que 2 fois par semaine, c'est bien amplement suffisant. Et voilà, mais bon, c'est écrit comme ça, j'ai pas gagné, donc je suis obligé, je suis honnête, je dis ce qui est ressorti. Merci. Donc il y a des questions à distance, notamment des questions sur la place des glycopeptides, notamment la thécoplanine. Et vous avez parlé d'une certaine composante anaérobie, donc les gens posent la question du métronidazole. Alors, la teico, évidemment, c'est pour les anticoxygrammes plus, comme le linésolide. Je vois que dans la question, il y a linésolide parfois onéreux, et est-ce que l'alternative... L'intérêt pour nous majeur, linésolide, c'est la voie orale, évidemment, bien évidemment. Un profil de tolérance qui est très très bon sur les 10 premiers jours, en gros, et comme on traite de manière relativement courte, 7 jours, on n'est pas trop embêté avec les thrombopénies et les problèmes de neuropathie, etc. Teico, sur un traitement court, pourquoi pas, mais le problème de la teico et des glycopeptides, comme vous le savez, enfin des anciens glycos, comme la vanco, c'est que pour atteindre la dose efficace, au moment où on va l'obtenir, on aura fini le traitement. C'est un petit peu ça la difficulté. C'est-à-dire, autant on peut l'utiliser avec de l'IM ou de l'IV rapide une fois par jour après dose de charge, sur des relais, sur de l'endocardite, etc., où on va partir sur 6 semaines. Autant là, pour un traitement de 5 jours, une fois de plus, on a un peu du mal. Mais dans l'absolu, oui. Par contre, attention, comme vous le dites très bien, on ne couvre que les cocci, et le métronidazole, on ne couvre que les anaérobies. Donc après, finalement, l'augmentin sur le métis, c'est pas si mal. Enfin, l'augmentin. Amoxicilline, acide clavulanique, c'est pas si mal. Et chacun doit un peu se positionner en fonction de... Je voudrais vous demander, enfin, dans mon hôpital ou dans les hôpitaux, il y a un gros service de dermatologie. Une des plus grandes pathologies confrontées, c'est l'ulcère variceux, la surinfection d'ulcère variceux. Oui. Donc avec une base vasculaire atrophique. Oui. Et surtout une flore bactérienne qui n'est pas du tout staphylococcique, c'est des entérobactéries, surtout des pseudomonas. Oui, et, tout à fait. Alors, est-ce que la thérapeutique classique par antiseptique, nettoyage et même antibiothérapie est suffisante pour arriver à bout de ces lésions très récurrentes et bien sûr. Alors, ce qui est important dans cette histoire-là, c'est qu'on traite des infections aiguës sur une pathologie chronique, une fois de plus. Et il faut revenir à ça. L'analogie, c'est la DDB, la BPCO, etc. La personne, elle a une pathologie chronique d'une colonisation itérative désespérante avec du pio, mais c'est pas pour autant qu'on traite plus longtemps. On ne fait pas 3 semaines d'antipio dans des DB. On fait des traitements courts de 7 jours. D'accord? Hors mucoviscidose. Et donc, là, on va être dans la même situation.
quand on appuie sur le bouton de la situation nous échappe, il y a un processus infectieux, intérêt dans ces situations du prélèvement, parce qu'il y a une flore, vous le dites très bien, qui est différente potentiellement à BGN et multi-air, on va la prendre en compte dans le choix thérapeutique à ce moment-là, mais on va rester sur du traitement aigu de pathologie aiguë. Il faudrait insister là-dessus. Il faut être très prudent sur la qualité des prélèvements sur ces plaies chroniques, parce que 9 fois sur 10, c'est de la flore de colonisation qu'on aura sur lequel il faut complètement s'asseoir. Et l'exemple du Pio, c'est typique. L'exemple du Pio, elle est typique. Alors, il y a quelques ulcères variqueux, il y a quelques trucs chroniques, etc., qui vont surinfecter autour, etc. Mais aller faire des prélèvements au fond d'un ulcère variqueux, vous êtes sûr et certain de, 1, avoir un germe de colonisation, 2, d'induire un traitement antibiotique, 3, de modifier la flore de colonisation, de reprélever, de refaire un traitement, etc. Et on finira par avoir des traitements antibiotiques hyper prolongés, qui sont des traitements antibiotiques qui ne sont pas indiqués. Non, mais c'est bien de le redire, mais c'était le sens de tout mon propos, c'est vraiment de dire, voilà, il faut faire le diagnostic d'infection, et secondairement, on se pose la question de l'antibiothérapie et de la documentation. Oui. Sur la colonisation de ce type de plaie, je pense qu'en bactériologie, on peut faire parfois la différence entre colonisation et infection. L'infection authentique, nous avons un pu avec des cultures très abondantes qui sont pures. Ouais. Donc on peut avoir quand même une orientation. Hein. Donc oui. je pense que sans sous-estimer la colonisation, on ne peut pas l'exagérer aussi. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un ensemble d'éléments. Il faut se mettre autour de la table avec tous les éléments, comme on fait une ERCP, hein, une réunion pluridisciplinaire, et il faut vraiment être ultra vigilant, parce que très clairement, moi de mon expérience et sans doute dans la vôtre, au final, on a des recours extrêmement limités à l'antibiothérapie dans ces situations. Il faut vraiment que la situation nous échappe complètement pour qu'on aille vers de l'antibiothérapie. Alors pour le coup, quand on tape, effectivement, mais on tape très peu. Bernard, moi je voudrais redire quelque chose. Je suis mais fondamentalement pas d'accord avec vous. Les microbiologistes ne peuvent pas faire la différence entre un germe contaminant et un germe de colonisation. Et moi, je suis un peu inquiet quand ce type de message peut éventuellement arriver à 300 personnes qui sont en train de nous écouter sur Internet. Je ne suis pas d'accord, on est vraiment dans la mauvaise pratique de antibiotiques. Je suis désolé, mais... Je sais, nous sommes en train de parler d'infections chroniques. Et dans les infections chroniques, il y a une bactériologie assez particulière à prendre et à respecter. Donc ce n'est pas la culture qu'on va voir en 24 ou 48 heures. Il y a des phénotypes particuliers dans ce type d'infection. Il y a les SCV, les Small Colony Variants, qu'il faut prendre en considération parce que ça peut donner un phénotype qui est complètement différent. La première pousse bactérienne peut se faire en 24-48 heures avec 3, 4, une dizaine de colonies d'une bactérie quelconque, mais c'est après. Ce sont des prélèvements qu'on garde au laboratoire, qu'on incube pendant une durée assez prolongée, et c'est lors de qu'on surveille tous les jours, il y a ces SCV, ces Small Colony Variants, qu'il faut, à mon avis, prendre. Même le phénotype sur le plan de la résistance aux antibiotiques n'est pas le même que les colonies qui apparaissent au bout de 24 heures. Alors, là, c'est super important, finalement. On va repartir sur une demi-heure. Mais, excusez-moi, messieurs les modérateurs, mais c'est juste là-dessus. Attention, on n'est pas dans l'infection chronique. On est dans une infection aiguë d'une plaie chronique. L'infection chronique, c'est l'infection de prothèse de hanche, d'accord, qui existe depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis 2 ans, qui est fistulisée, sur lequel on prend en compte tous les germes parce que c'est fiable. Et là, on prend les Small Colony Variants, comme vous dites. On ne prend pas en compte le biofilm et le résultat des prélèvements de 99% des prélèvements qui sont faits. Je rappelle, et je finis là-dessus parce que j'ai trop parlé, l'aphorisme, c'est prise en charge d'une infection aiguë, d'où pas plus de 7 jours, d'une plaie chronique, d'une porte d'entrée chronique. C'est la même chose que les DDB, c'est la même chose que les sinusites chroniques. Ça ne prolonge pas la durée de l'antibiothérapie. Heureusement qu'on est ensemble là. Je vous remercie infiniment, Dr Castan.